Bonjour, mon nom est Chantal Lavoie jusqu'à 13h. C'est M l'été, mardi 13 août. C'est un plaisir de passer cette prochaine heure avec vous. On a des sujets très variés, comme c'est souvent le cas. On va parler de restauration d'œuvres d'art. Nous nous dirigerons vers la belle région de Lanaudière pour les fêtes gourmandes. Aussi, la crise climatique au cœur d'un roman jeunesse et la musique au service des enfants aux besoins particuliers. C'est notre terrain de jeu de cette autre édition de M l'été. Et aujourd'hui, nous allons avoir la chance de discuter avec Richard Garnier, qui est le chef restaurateur au Musée des Beaux-Arts de Montréal. La restauration d'œuvres d'art, vous allez voir, c'est un domaine fascinant. Également, l'été, c'est le moment idéal pour aller à la rencontre de nos producteurs et transformateurs locaux. Il sera question des fêtes gourmandes de Lanaudière dans la deuxième moitié d'heure. Autre sujet, donc intéressant aussi, une autrice, illustratrice et BDiste qui aime sa planète. Nous allons accueillir Chloé Germain-Terrien qui présente son livre jeunesse « La crise climatique, la comprendre et y faire face. Mais dans un instant, on s'entretient avec Nathalie Leroux, musicothérapeute pour les enfants ayant une neurodivergence. Elle est l'initiatrice du projet Osmose de l'Orchestre symphonique de Montréal. Bienvenue à M l'été. Voilà, aime l'été. Bonjour Nathalie. Allô, comment tu vas aujourd'hui? Mais très bien, très ouais. bien. Écoute, j'avais juste envie de te lire quelque chose que j'ai lu ce matin sur mon Facebook. Alors, puis ça m'a fait réfléchir. Alors, tu sais, on est à notre deuxième journée post-olympique. Et puis, j'ai une dame sur Facebook qui a marqué, « Voilà, les Jeux sont finis. La clôture était avant-hier. La flamme est éteinte. Vive l'inclusion. » Elle dit, j'aurais préféré que la véritable clôture des Jeux soit après les Jeux paralympiques. L'inclusion, c'est aussi ça. Et ça m'a fait réfléchir, puis je suis assez d'accord en me disant, la flamme devrait être éteinte après les paralympiques, puis les Jeux de... En tout cas, ça, c'est personnel. Bien raison. En fait, je ne sais pas. Ça a toujours été comme ça. Je comprends. Et est-ce qu'il y a une raison précise? Enfin, reste à voir. Je sais pas, mais il faut évoluer. Bon, alors, il y a sûrement une raison, mais c'est vraiment une question à poser, peut-être aux gens qui peuvent s'intéresser à la chose. Ouais. Alors, écoute, Nathalie, on commence tout de suite avec une musicothérapeute, Nathalie Leroux, qui est à l'autre bout du fil. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, Nathalie. Merci de me recevoir. J'étais très heureuse parce que vous faites un travail admirable, vraiment comme musicothérapeute, mais aussi auprès d'une clientèle, enfin, auprès d'enfants qui ont une neurodivergence et vous faites la différence. Vous avez contribué aussi vous avez initié des projets absolument fantastiques et on va en parler, évidemment, dans les prochaines minutes. Alors, ça fait plus de 30 ans que vous travaillez en tant que musicothérapeute auprès d'enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Oui, c'est bien ça. J'ai commencé en scolaire et je travaille toujours en scolaire. Je développe différents projets. Je travaille aussi en CPE. J'offre des ateliers pour favoriser une inclusion. Vous parlez d'inclusion un petit peu plus tôt, là. Mm-hmm. Oui. Et voilà, j'ai aussi ma pratique privée là, en musicothérapie. Puis depuis quelques années, j'ai développé un volet là, plus comme spécialiste justement pour développer des projets d'inclusion, que ce soit musical ou non. Au fil des ans, là, je me suis outillée davantage pour travailler particulièrement avec les personnes neurodivergentes. J'ai développé une expertise en autisme, donc ça va au-delà de la musique, là, et je continue à travailler en musicothérapie, mais j'ai aussi des projets qui n'ont rien à voir avec la musique, mais qui favorisent, en tout cas, je le souhaite, une inclusion là, pour les familles qui ont un membre à besoins particuliers. D'ailleurs, Nathalie, vous dites justement l'aspect musical, mais vous avez d'autres projets. Vous aidez les jeunes avec d'autres projets. Quels sont ces projets? En fait, actuellement, présentement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'International de Montgolfière. Mm-hmm. Et là, on est en pause. Le festival a commencé samedi dernier jusqu'à hier. Mm-hmm. Et
et ça reprend jeudi jusqu'à dimanche prochain. Et en fait, j'ai approché le festival parce que ce festival-là, moi, je l'ai vécu en tant que parent avec mes enfants. Puis on disait toujours que c'était le festival le plus familial au Québec. Et c'est resté un petit peu accroché à mon oreille et je me disais pas tout à fait. Il nous manque un petit quelque chose justement pour que toutes les familles aient accès à ce festival-là. Donc, j'ai approché le festival et je leur ai proposé d'avoir une tente d'apaisement sensoriel pour justement les familles qui ont un enfant à besoin particulier ou tout simplement on a un surplein, trop de stimulation, on vit un peu l'anxiété. On peut aller faire une pause là, puis reprendre l'activité. Ça peut être aussi simplement un au cas où. En fait, moi, mon but, c'est de sortir les familles de l'isolement parce que des fois, le jugement, on a peur du jugement, on ne se sent pas à notre place, on ne se sent pas accueilli. Donc, en ayant cette tente-là, ben déjà, ça dit, hey, on vous accueille chez nous, venez nous voir. Puis la tente, ben en tout cas, ça va bien là, à date. Ben, là, c'est les ça, gens, vous l'avez utilisé dans d'autres événements. D'abord, au printemps dernier, vous avez aussi organisé un autre événement très intéressant avec l'orchestre de jeux vidéo notamment, hein? Exactement. Ça, il y avait un aspect musical à ça, évidemment. C'est un prolongement, si on veut, du projet Osmose, mais à plus petite échelle et avec un thème différent de la musique classique. Donc, c'était un concert inclusif là où les gens avec ou sans besoin particulier étaient les bienvenus. L'orchestre de musique de jeux vidéo a accepté l'invitation, je les ai sensibilisés, on a adapté un peu on a fait quelques ajustements. Faut dire, c'est pas un concert adapté dans le sens de c'est que pour les personnes qui ont des besoins particuliers. C'est vraiment, moi, mon idée, c'est vraiment de rassembler, de réunir pour faire en sorte que les gens soient sensibilisés. Je pense que c'est en vivant ensemble, à travers les projets d'inclusion que là, j'ai fait, même en scolaire, avec les enfants dits de classe régulière, les enfants qui sont de l'adaptation scolaire, de les faire vivre ensemble un projet, c'est vraiment là qu'une compréhension s'installe, je dirais. Exactement, parce qu'en fait, l'idée, c'est que tout le monde ait sa place, quel que soit l'événement. C'est-à-dire que dans un événement comme un événement musical, entre autres, vous avez des moyens, des moyens comme une tente d'apaisement, justement, où c'est un endroit où vous avez, finalement, parlez-nous-en de cette tente d'apaisement rapidement, là, pour qu'on puisse avoir le temps de parler aussi du projet Osmose et tout. Oui, en fait, la tente d'apaisement, c'est une tente parce que c'est dans le cadre d'un festival. Moi, j'aimerais ça que ça s'étende dans tous nos événements au Québec, là. Donc, c'est pour ça que je me disais, c'est possible. Même si c'est une tente, c'est possible. Parce qu'au concert, c'était un espace, le concert du mois d'avril dernier, c'était dans une église. Donc, on avait quand même aménagé un espace dans l'église. C'était pas une tente à ce moment-là. Mais l'idée de la tente, c'est vraiment pour démontrer que ça peut se promener, ce concept-là. Là. Donc, dans la tente, on retrouve des lampes à bulles, des planchers où on peut être confortable, assis par terre, des tuiles où il y a des liquides qui bougent. Évidemment, on n'utilise que la lumière naturelle ou les lumières des lampes à bulles. Et puis, il y a du matériel aussi à manipuler. Si on a un besoin de manipuler, on a des animaux lourds pour nous aider à nous apaiser, des coquilles insonorisantes. Puis, on a une équipe de bénévoles. Là, on est une petite équipe. C'est des bénévoles qui sont sensibilisés là, à la neurodiversité ou qui sont du moins à l'aise là, avec la différence, de côtoyer la différence. Donc, on n'est pas là pour faire de l'intervention. On est vraiment là pour accompagner les parents, les recevoir et les accompagner. S'ils ont besoin de nous, on est là. Exact. Mais c'est ça. Alors, la musicothérapie, c'est vraiment une discipline justement qui utilise la musique pour, c'est un lien thérapeutique, là. C'est vraiment pour développer tout l'aspect lien aussi, la communication, améliorer la communication chez les jeunes qui ont une neurodivergence, en fait, tout le monde. Exactement. C'est ça. Moi, ma spécialité, c'est vraiment au niveau de la neurodivergence. Je travaille avec beaucoup de personnes autistes. On a aussi des personnes là, qui peuvent avoir du mutisme sélectif chez des personnes anxieuses, par exemple. La musique va leur permettre d'avoir un outil de communication autre que la parole. Donc, ça peut être, oui, pour des personnes qui n'ont pas la capacité de parler, mais aussi pour des personnes qui peuvent parler, mais
qui n'y arrivent pas pour différentes raisons. Donc, la musique devient mon outil, dans le fond, d'intervention. Comme vous le disiez, là, avec la musique facilite vraiment l'interaction. On n'est pas obligé, c'est pas menaçant, on n'est pas obligé de parler. Puis même, on peut avoir des silences à travers notre musique. Donc, avec les années, moi, j'ai changé un peu ma façon de le partager. Je vois plus ça comme un accompagnement. La musique est là pour accompagner le développement de la personne avec qui je travaille. Fait qu'on part de ce qu'elle est. Puis à travers différentes activités musicales, parce que moi, je travaille de façon active, donc les gens jouent avec moi. Ça peut se pratiquer aussi de façon passive, plus à l'écoute. On peut écouter aussi par moment, mais avec les enfants particulièrement, d'y aller de façon active. Là, on peut canaliser, on peut désamorcer, on peut s'exprimer, on peut communiquer. Développer les habiletés sociales, oui, c'est ça. Et puis les pousser plus loin aussi. Être Donc, amener vraiment la personne plus loin en apprenant à se connaître aussi. Et devenir de plus en plus à l'aise avec l'environnement, avec l'autre. Et la musique nous permet aussi d'avoir comme un intermédiaire entre nous. Fait que pour certaines personnes, c'est facilitant aussi pour ça. Si j'ai la guitare entre moi et l'autre, on peut partager quelque chose ensemble. Oui, je comprends. Comment je pourrais dire, notre regard ou notre échange est à travers l'instrument et non à travers nos yeux, regard œil à œil, ou je sais pas ce qu'on Ça développe un espace plus sécuritaire, finalement. C'est ça le but. Et ça facilite, bien sûr, les interactions. Les interactions. Exactement. Puis ça permet à ces jeunes-là d'exprimer les émotions. Mais enfin, on parle de jeunes, mais ça pourrait être aussi des adultes, des personnes aînées, bien entendu. J'ai quelques adultes aussi avec qui je travaille. Puis même des fois, on vit des grands moments. Là. Il y a des enfants pour qui parlent à peu près pas, puis qui vont se mettre à chanter parce que la musique, il y a quelque chose d'instinctif aussi là-dedans. Puis après, quand on a ouvert cette petite porte-là, là, on peut peut-être aller plus travailler vers le langage. Donc, il y a plein de petits moments qui sont comme des belles surprises ou qui nous amènent ailleurs, là, justement, qui nous ouvrent des petites portes. Tout à fait. Et puis, est venu le projet Osmose, il faut en parler. Là, c'est un projet fort intéressant en collaboration avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Alors, c'est un peu vous qui avez aussi initié ce projet-là. Oui, en fait, c'est ça. Bon, comme je vous disais, je travaille dans les écoles et parfois l'équipe école se pose la question quelle sortie on pourrait faire pour nos élèves à besoins particuliers. Sortir, c'est parfois complexe. Hein? C'est pas juste de se rendre, de vivre le spectacle ou c'est toute la démarche, toute la sortie globalement. Donc, l'OSM avait de très, très beaux projets de toutes sortes. Et je me disais, comment je pourrais essayer de les intéresser. Oui, de les sensibiliser. Oui, puis de les amener vraiment à comprendre aussi la réalité de personnes neurodivergentes. Vous faites plein de belles offres, mais ça ne correspond pas aux élèves avec qui je travaille. Et pourtant, la musique les touche tellement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble? J'ai envoyé un courriel comme ça en disant bravo pour tout ce que vous faites, mais si vous avez le goût qu'on travaille ensemble pour d'autres personnes pour qui vos offres ne correspondent pas, moi j'embarque. Puis là, ça n'a pas été très long. Je pense 2 semaines après, Mélanie Moura, qui est la chef qui était à ce moment-là, qui était responsable du volet éducatif. Oui. Et voilà. Je cherchais son département. Alors, on s'est rencontrés et on a parlé du projet Osmose qui s'est étiré plus que prévu. Puis, c'est le bon côté de la COVID pour nous. Ça nous a permis de travailler plus longtemps parce que les musiciens venaient à l'école offrir des ateliers à nos élèves. C'est ça aussi, les musiciens se déplaçaient. Et finalement, il y avait ce grand concert à la fin, finalement. Il y avait un concert donné à la Maison symphonique. Je pense que ça se fait à peu près... Est-ce que ça se faisait à chaque année ou ça s'est fait peut-être aux 2 ans, ce grand concert? En fait, le premier concert est pas en novembre dernier, le précédent. Ouais. Et là, il y a eu la 2e édition.
qui était en avril dernier. Donc, je pense qu'ils vont maintenir la formule. Oui, je pense bien, mais peut-être aux 2 ans ou quelque chose comme ça. Mais en fait, alors, et donc, ils ont invité plusieurs spécialistes à participer au projet. On pense à une danseuse thérapeute du Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets canadiens, Émilie Barrette, entre autres, oui? Oui, Émilie Barrette, dans le fond, qui a fait en sorte que les enfants puissent bouger à même le concert, parce qu'on sait que des fois, ça peut être difficile de rester assis pendant toute cette période. Quoi qu'on a quand même pensé à la durée du concert. Tu sais, quand je vous dis, il y a quand même il y a quand même des... En fait, c'est prendre en compte les besoins de tout le monde. Donc, de trouver une durée qui pouvait correspondre là, à ce que la majorité des personnes qui étaient là pouvaient en tirer le meilleur. Le meilleur, oui, parce qu'effectivement... On aurait pu les tirer, mais là, ça aurait été une expérience peut-être moins agréable. Exact, parce qu'en fait, ces gens-là peuvent se lever, il y a des gens qui peuvent crier. Alors, vraiment, mais les musiciens étaient sensibilisés à ça, et c'est ça qui est intéressant. Donc, une place pour tous, hein, c'est très important pour vous, donner la place à tous ces jeunes, bien sûr. Moi, j'invite, Nathalie, les gens à aller sur votre page Facebook. Parce que je vois que vous y mettez toutes les informations en lien avec vos activités. Votre Facebook est très complet, très intéressant aussi avec de la documentation. Et alors, donc, Nathalie Leroux sur Facebook. Alors, Nathalie Leroux, Musique pour tous. Musique pour tous, effectivement. Oui. Donc, très intéressant, donc, comme projet, votre engagement depuis plus de 30 ans avec cette clientèle neurodivergente, écoutez, par le biais de la musique et toutes sortes d'autres moyens. Et puis, écoutez, des tentes d'apaisement, il devrait y en avoir partout, effectivement, dans toutes sortes d'événements pour offrir la chance aux parents aussi de pouvoir se déplacer avec les enfants qui, parfois, ont des besoins particuliers. Effectivement, c'est un premier pas. Premier pas. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, Nathalie. Merci. Au revoir. Et c'est le moment d'accueillir Chloé Germain-Thérien, qui est illustratrice, BDiste, vulgarisatrice. Enfin, vous faites plein de choses. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? On est avec Eliane Neveu. Oh, Eliane, OK, on parle bien sûr des fêtes gourmandes. Je m'excuse. Alors, c'est ça. C'est pour ça, je ne me suis pas sentie visée. Je comprends, avec raison. Bonjour, Eliane. On était dans un autre monde. On était dans la crise climatique, alors que finalement, là, il fallait juste penser à bien manger. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous aussi? Bien sûr que ça va bien. Alors oui, on va parler de ces fêtes gourmandes, 19e édition déjà? Oui, tout à fait. Déjà, la 19e édition, on est sur le terrain, on est en train de tout vous préparer ça. Ah, vraiment. Alors, c'est du 15 au 18 août. Plus de 55 exposants qui sont dans l'agroalimentaire, mais enfin, des producteurs locaux, des transformateurs aussi. Oui, tout à fait. Donc, on a vraiment beaucoup de produits, évidemment, exclusivement des produits du Québec, mais beaucoup de produits de la Nodière et des autres régions. Donc, autant des gens qui transforment leurs aliments eux-mêmes que d'autres qui transforment aussi la production des autres. Donc, vraiment plein de produits intéressants. Donc, de la fromagerie à la charcuterie,
venez nous voir. C'est sûr que vous allez trouver votre compte parmi nos exposants. Éliane, moi qui est épicurienne, j'aime beaucoup le volet, moi, dégustation. On parle de produits. Ouais, volet dégustation. Parlez-en. En fait, tous les producteurs transformateurs, tous les exposants qui sont ici sur le site ont tous et toutes des dégustations. Donc, toutes des dégustations qui sont vendues entre 1 et 5 $. Donc, vous pouvez goûter à au moins un produit par kiosque. Puis ensuite, évidemment, quand vous appréciez le produit, bien, vous l'achetez, vous l'adoptez. Les gens ont beaucoup des boutiques en ligne aussi. Donc, évidemment, nous, on est vraiment un moyen de promotion pour les épicuriens, justement, qui veulent faire des belles découvertes puis qui veulent, en plus, avoir le privilège de goûter le produit avant de l'acheter. Tout à fait. Alors ça, c'est... c'est pour moi, ça. Ça, c'est pour Nathalie, effectivement. Oui, il y en a pour tout le monde. Oui, tout à fait. C'est vraiment une belle formule. Oui. Puis aussi, tous nos bars sont 100% québécois. Donc, on a de la boisson exclusivement québécoise sur le site, bar SAQ avec des prêts à boire et des vins seulement du Québec. Donc, on a vraiment des bijoux et des trésors ici. Puis, sur le site, on est très fiers d'être partenaire avec Alchimiste Microbrasserie, ainsi que toutes les micros de la Nodière, donc avec le regroupement La Naubière. On a beaucoup de bonnes bières dans la Nodière, donc on les met en vedette ici sur le site également. Oui, vous avez une zone familiale aussi avec une mini-ferme, je pense. Oui, on a une mini-ferme, évidemment, pour donner le goût aux enfants de caresser les petits lapins, là, savoir c'est quoi les animaux. C'est pas tous les enfants qui ont le privilège de côtoyer les animaux de la ferme au quotidien. Donc, les gens peuvent venir découvrir les animaux ici. On a aussi un jeu gonflable promutuel. Donc, on a beaucoup de petits amusements pour les enfants. Évidemment, les dégustations. On a aussi... oui, eux aussi ont le droit de goûter. Oui, tout à fait. Exactement. Mais aussi, pour les fervents de barbecue, il y a toujours le Challenge Barbecue. Oui, exactement. Donc, le Challenge Barbecue, qui est une compétition de barbecue, comme son nom le veut. Et on a 12 équipes cette année qui vont compétitionner sur samedi et dimanche. Donc, une grande compétition de barbecue. 5 remises de viande. Là, je m'excuse, on entend mon liste en arrière. 5 remises de viande. J'essaie de me sauver du site, mais je suis pas capable de me sauver. 5 remises de viande. Donc, on a... les classiques, là, le haut de cuisse, la côte levée, le porc effiloché, la brisquette de bœuf et notre catégorie spéciale cette année qui est le Steak Challenge. Donc, des défis qui sont relevés avec brio par nos équipes. Ils sont vraiment jugés par une équipe de juges super sérieuse et la compétition, on leur apporte des points, des bourses et tout ça. Là. Donc, c'est vraiment très sérieux comme compétition. Ouais. Et le vendredi, on a le challenge des enfants. Donc, on a des enfants qui viennent compétitionner. C'est vraiment une compétition qui se veut amicale. Évidemment, on leur fournit, c'est le Steak Challenge pour eux aussi. On leur fournit une épicerie. Puis là, cette année, on va y aller sous forme de l'opération. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté à la télé l'opération Sabotage. Là, on leur joue des petits tours, puis on leur donne des petits défis supplémentaires. Donc là, notre porte-parole, Alex Turcotte, cette année, va s'amuser à sticoter un petit peu nos apprentis chefs. Ah bon. Alors, évidemment, ils auront la possibilité de s'initier eux-mêmes au barbecue. Mais vous avez des démonstrations également par des chefs? Oui, démonstration culinaire. Donc, 3 thématiques de scène culinaire. La scène Goûter la Nodière. Donc, vous devinerez que c'est des produits de la Nodière qui sont en vedette. Donc, évidemment, on cuisine avec autre chose, là, mais qui sont en vedette ici. La scène 100% barbecue. Donc, justement, pour les amateurs de barbecue. Et la scène de pâtisserie en collaboration avec Cacao Barry. Donc, on a des chefs invités qui sont là toute la fin de semaine, qui font des démonstrations culinaires. Donc, vous allez pouvoir goûter à leur dégustation. Et toutes les recettes sont sur notre site web. Donc, très accessible de les reproduire à la maison. Ouais. Et comme tout bon festival, vous avez des spectacles. Tout à fait. On a vraiment une programmation musicale très, très agréable. Encore une fois, cette année, on se donne des petites thématiques pour... apporter le renouveau et le changement un peu sur le site sous différents volets. Donc, cette année, on fait un hommage aux années 80 et 90. Donc, nous avons jeudi Yves Lambert qui va venir nous présenter son nouveau spectacle qui s'appelle De la bottine, 50 ans de la bottine à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un spectacle jamais vu encore. Là, il l'a donné 2-3 fois en représentation présentement. Donc, on est quand même très privilégié de l'avoir. Monsieur Lambert qui vient de la Nodière aussi, donc très privilégié de l'avoir parmi nous.
Le jeudi, c'est une soirée exclusivement de spectacle. Donc, le site ouvre à 18h. Puis à 20h, on présente le site. Donc, le bar est ouvert, les camions pour venir manger, puis tout ça, c'est accessible, disponible. Ça nous fait plaisir de vous recevoir, mais les exposants agroalimentaires ne sont pas là. Et c'est qu'en fin de semaine, c'est ça? Oui, ouais, exactement. Exact. Vendredi, samedi, dimanche. Donc, à partir de 15h vendredi, les exposants sont là, les scènes de démo, tout le monde est là. Et à 20h, on présente un hommage à Pink Floyd sur notre scène présentée par Chaluto. Ensuite, samedi après-midi. Samedi après-midi, qui est la grosse journée ici, on a dans l'après-midi un spécial Offenbach qui va être chanté par Martin Deschamps et Breen Leboeuf. Donc, très heureuse encore une fois cette année de recevoir sur ma scène Martin et Breen pour vraiment un spectacle incontournable à ne pas manquer. Ça va être intéressant. Tout à fait. Un hommage au coloc samedi aussi. Oui, samedi soir, un hommage au coloc à 20h. Puis on fait un petit after party cette année. J'essaie de mettre des petites nouveautés puis des petites des nouveautés, c'est ça. Oui, après 19 ans, là, il y a plein de choses nouvelles encore. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, on se renouvelle constamment. Donc, samedi soir, on aura un after party avec un hommage à Bob Bissonnette. Donc, qui sera présenté sur la scène pour finir la soirée en beauté. Donc, on prolonge notre samedi au-delà de notre spectacle de 20h. Et le dimanche, on garde notre tradition trad. Ouais. Donc, on y va avec les Cousins Branchot, qui sont un groupe reconnu dans le trad québécois. Puis, ils vont être avec nous à 13h30 le dimanche. Bon. Et vraiment, alors, c'est vraiment un festival. Oui, c'est festif et puis c'est gourmand en même temps. Alors, on aime ça. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Il y a une entreprise, en fait, parmi les exposants. J'ai trouvé ça, Nathalie, intéressant parce que le nom de l'entreprise, c'est Bois. C'est une entreprise de thé. Ça s'appelle Bois et Tais-toi. Tais-toi, comme thé. Oui, voilà. Oui. Alors, c'est au Parc des cultures de Saint-Jacques du 15 au 18 août. Plus de 55 exposants agroalimentaires qui seront là pour une 19e édition. Alors, ça a été un plaisir de vous accueillir. Donc, Éliane Neveu, directrice générale de l'événement. Oui, ça va faire plaisir. Et juste pour vous dire également, pour vous procurer les billets, vous pouvez le faire en ligne avant d'arriver ou sur place aussi, il y aura une billetterie. Puis pour tous les détails, tout ce que je n'ai pas dit pendant cette charmante entrevue, www.fêtegourmande.ca et surtout nos réseaux sociaux, évidemment. Merci beaucoup, Éliane. Merci, Éliane. Merci à vous. Et bonne fin de semaine à vous. Oui. Merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir. Vous écoutez Aime l'été. Et deuxième moitié d'heure, on va commencer tout de suite avec Richard Gagné, qui est le chef restaurateur au Musée des beaux-arts de Montréal. Et oui, la restauration d'œuvres d'art, c'est absolument fascinant. C'est tout un métier, tout un domaine. Ça demande toute une expertise. Bonjour. 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 Et puis c'est ça, on parlait de votre retraite à venir. Vous allez continuer à être dans le domaine, mais ça fait très, très longtemps que vous faites ça? Oui, ça fait quand même une quarantaine d'années que j'ai commencé le métier. Au départ, au Musée des beaux-arts du Canada pendant à peu près 23 ans. C'est là que j'ai développé ma spécialité comme restaurateur en art contemporain, toutes pratiques confondues. C'est-à-dire que j'ai été formé en peinture, mais éventuellement, de par les pratiques de l'art contemporain, puis la spécificité aussi de la restauration par rapport à la déontologie générale qui existait, qui était établie à peu près vers la fin des années 50, en particulier avec César Brandy. À partir de là, on s'est rendu compte qu'en art contemporain, il y avait quand même une limite à cette déontologie-là, comme par exemple le fait que les artistes utilisent des objets de nature industrielle qui pouvaient amener cette possibilité de pouvoir remplacer ces objets qui étaient abîmés par le même dans certaines circonstances, ou encore de se retrouver avec des œuvres à contenu médiatique, où là, il y a tout le problème de l'obsolescence des médiums, des équipements qui se posent, toute la question de la migration, de pouvoir maintenir tous les fichiers qui, à l'époque, étaient de nature analogique vers le numérique, de faire les transferts. Et donc, c'est des œuvres qui sont continuellement en mouvement, mais dont il faut quand même
arriver à déterminer quelle est l'intégrité de cet objet-là, au niveau de ses contenus, au niveau de ses manifestations, au niveau aussi des effets qu'il va y avoir parfois avec le public qui va entrer en interaction avec ces objets-là. C'est ce qui fait que c'est comme ça que le métier de la restauration s'est beaucoup diversifié, en particulier avec l'art contemporain. Oui, alors c'est en constante évolution, bien sûr, parce que la technologie aussi, de toute façon, bien sûr, évolue. Et puis, bon, vous avez... c'est ça. Est-ce qu'il y en a un problème avec le son? Peut-être. Non, je ne sais pas. Je ne penserais pas. Mais en tout cas, chose certaine, c'est ça. Vous avez étudié en chimie au départ. Oui, c'est ça. J'ai fait un bac en chimie et à peu près en même temps, j'ai commencé à faire une majeure en histoire de l'art à l'époque à l'Université de Montréal. Et puis, c'est par un pur accident que j'ai entendu parler en écoutant justement une émission de radio dans le Grain de la Foi à Radio-Canada qui rencontrait un restaurateur et tout à coup, j'ai été saisi, puis je me suis dit, mon Dieu, ça parle de quelque chose qui pourrait vraiment m'intéresser. C'est exactement ce que vous C'était avez le dit. croisement parfait. Vous avez dit, c'est ça que je veux faire. Mais évidemment, et après ça, vous avez étudié en histoire de l'art aussi, alors parce que ça demande toute une expertise, mais effectivement, comme chimiste, alors là, vous avez non seulement des matériaux, mais vous avez toutes sortes de choses qui relèvent de la chimie quand vous faites de la restauration d'œuvres d'art. Même par rapport à la restauration traditionnelle, si on pense par exemple à des restaurateurs de peinture, aujourd'hui, par exemple, la technique des rentoilages, c'est-à-dire de doubler une toile qui est affaiblie structurellement, soit par cause de déchirure ou par oxydation du support. Mais aujourd'hui, on utilise des colles qui sont complètement différentes, c'est quand même la tradition du rentoilage remonte quand même au 17e siècle. À l'époque, ça se faisait avec la cire, avec des mélanges de cire-résine naturelle. Aujourd'hui, on fait ça avec des colles synthétiques, souvent à base d'acrylique, qu'on va réactiver, par exemple. Ou aussi, on va établir des liens qui vont être seulement de façon minimum, pour justement essayer de maintenir la qualité, si on veut, d'une toile au niveau de son impression, de pas aussi par des effets de pression. À l'époque, on faisait ça de façon très intuitive, en travaillant avec des fers à repasser, ce qui faisait qu'on se trouvait aussi à chauffer le film de peinture, ce qui fait que le film migrait à travers, jusqu'à un certain point, s'intégrer un peu plus à la texture de la toile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, souvent, quand vous voyez des toiles de maîtres anciens, vous allez voir parfois la texture de la toile qui est très marquée. Mais ça, c'est probablement parce qu'une toile a été rentoilée, un peu trop chauffée, et que le film d'huile, en se ramollissant, s'est intégré un peu plus à la texture, alors que au départ, la surface était probablement très, très lisse, comme on voit, par exemple, dans les pratiques de l'art contemporain, par exemple. Alors, vous travaillez de concert avec un commissaire, c'est-à-dire quelqu'un les conservateurs au musée. Les conservateurs du musée, c'est-à-dire. Et puis, après ça, évidemment, vous avez à travailler sur les œuvres, mais vous êtes toujours à trouver des solutions, justement, pour... parce que là, vous ressortez parfois des œuvres. Alors, il faut faire une intervention sur cette œuvre-là. Alors, c'est vraiment toujours une espèce de casse-tête à chaque fois. Non, c'est vrai. Puis c'est assez excitant de revoir des œuvres. Ce qui est intéressant de travailler aussi dans un musée, c'est le fait aussi que nos interventions ont tendance, contrairement à des restaurateurs qui travaillent dans le privé, à être un peu plus minimales parce qu'on revoit l'œuvre de façon assez régulière au fil des années et on peut voir qu'un traitement qu'on a fait se tient bien, qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire que dans le privé, on sait que le tableau ou la sculpture va être remis dans un environnement où peut-être les conditions environnementales ne seront pas aussi contrôlées, par exemple, que dans un environnement où il est mis en réserve et après ça, mis dans les salles d'exposition qui sont climatisées de façon assez adéquate. Fait que ça, c'est vraiment intéressant dans ce rapport-là, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de développer aussi une espèce de politique générale par rapport à la gestion de l'ensemble de la collection. Tout à fait. D'assurer la santé générale de la collection. Et ça, c'est de la responsabilité des restaurateurs en collaboration avec les gens qui sont à la gestion de la collection, d'assurer comme ça que la mise en réserve est faite correctement parce que toute la question de la restauration, c'est aussi la conservation préventive. C'est-à-dire, c'est d'essayer de voir sous quelles conditions on pouvait mettre un objet pour que sa condition soit maintenue le mieux possible. Comme par exemple, pour les choses aussi simples, par exemple, vous entendez souvent parfois que les œuvres sur papier avec des médiums fugitifs, comme par exemple l'aquarelle, le pastel, vont être exposées seulement 4 mois à une certaine intensité lumineuse. En général, quand on rentre dans des salles où il y a beaucoup de photographies couleurs ou de dessins, à ce moment-là, l'illumination générale est de beaucoup diminuée. Elle est à peu près 50 lux. C'est encore visible, mais c'est toujours atténué. Mais tout ça parce qu'on sait très bien que ces médiums-là sont très sensibles à la lumière. Exact. Et après ça, en général aussi, on va les exposer pas plus que 4 ou 5 mois à la fois. Et après ça, on va les remettre dans une politique de gestion générale, les remettre en réserve pendant au moins 3-4 ans avant de les ressortir. Ouais. Fait que ça, c'est tout un système qui a été développé à travers les musées nord-américains et européens au fur et à mesure du travail qu'on avait à faire avec la collection. Ouais. Parce que même en art très contemporain, par exemple, dans le moment, on va réouvrir des galeries inuites
on va remettre en valeur toute la collection Inuit. Mais il y a une pratique chez les Inuits au niveau de l'estampe et dessin, et du dessin en particulier, qui est de travailler avec des crayons de couleur. Ben, les crayons de couleur, c'est extrêmement fugitif à la lumière. C'est ce qui fait qu'on pourra pas... Ou par exemple, ils travaillent conserver beaucoup... ça longtemps si on n'y fait pas attention. Exactement. La même chose aussi, ils ont tendance à beaucoup travailler avec les crayons feutres, mais qui sont les mêmes crayons feutres que les nôtres, qui sont pas plus stables, et que si on les laisse exposer trop longtemps à la lumière, ils vont pas lire, et on va perdre quelque chose de la saturation des couleurs, puis aussi du degré de la tonalité de l'ensemble de la composition. De là, l'importance. Ben, justement, vous avez une nouvelle réserve au Musée des Beaux-Arts. Vous avez aménagé de nouveaux locaux. Alors ça, c'est vraiment fascinant. D'ailleurs, là, je pense, Nathalie, tu as vu les vidéos qui étaient présentes. D'abord, on va citer l'article de la presse qui parle de la restauration au Musée des Beaux-Arts, qui parle de vous, de vos collègues, et puis on a mis en ligne des vidéos qui nous permettent de comprendre chacun sa spécialité. D'ailleurs, dans votre domaine, quelqu'un qui restaure des sculptures, quelqu'un qui... on parle de textile. C'est vraiment chacun a sa spécialité. Mais il faut le dire, vous dirigez une équipe de 8 personnes. Oui, c'est ça. C'est un très beau département qui n'est pas le Musée des Beaux-Arts du Canada. On a quelques collègues de plus, mais on se tient vraiment très bien. Puis on est quand même une institution qui a 47 000 objets, là, s'il ne faut pas perdre ça de vue. Ça fait beaucoup de travail. Qui est composé de toutes sortes de collections. Et puis le programme d'exposition est extrêmement actif au musée. Alors on est vraiment très, très, très occupés. Oui, c'est ça. D'ailleurs, bon, c'est pas tous les endroits, enfin les universités qui donnent cette formation-là. Vous l'avez suivi en Ontario, je pense. C'est ça, à l'Université Queen's, à Kingston. C'est le seul programme au niveau de la maîtrise qui correspond à peu près à des modèles de programmes américains qui existent dans le moment au Canada. Mais il y a un autre programme qui est extrêmement intéressant au Canada, qui est celui de la formation des techniciens en conservation préventive et qui est ici au Collège Montmorency à Montréal. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que, par exemple, nous, on a 3 techniciens qui travaillent avec nous au cadre en peinture, qui aident aussi à la conservation préventive au niveau des objets de l'art décoratif en réserve. Il y a aussi une technicienne qui travaille au montage des dessins et des estampes de la collection. Et ils ont été tous les 3 formés, finalement, au Collège Montmorency. Et ça, c'est un type de formation qui n'existe même pas aux États-Unis. Et les Américains, lorsqu'ils viennent en convoiement, les restaurateurs sont assez fascinés de voir qu'il y a un partage de responsabilités qui se passe entre le restaurateur et le technicien, mais qui fait que nous, comme restaurateurs, on sauve du temps pour être un peu plus concentré vraiment sur des décisions plus importantes qui sont liées finalement à l'intégrité de l'objet d'art. Et ça, c'est vraiment très intéressant, très dynamique comme alors c'est comme c'est une belle collaboration que vous avez entre vous. Donc, ça veut dire que beaucoup de rencontres, de discussions absolument fascinantes à trouver toutes sortes effectivement de solutions comme ça. Il y a le transport aussi de ces œuvres-là. Ça aussi, c'est important. C'est un autre volet. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Oui, puis moi, dans le contemporain, du fait de la nature très protéiforme, si je peux dire, des objets et même des tableaux de par leur dimension. Parfois, il y a des tableaux qu'on est obligé de plier sur des cylindres. Il y a toutes sortes de façons de faire là, que j'ai développées au fil des années. J'ai développé une expertise assez importante par rapport justement aux techniques d'emballage. Et puis ça, j'ai été beaucoup en contact avec un institut à Ottawa qui s'appelle le Centre canadien de conservation, qui est très, très, très important, qui existe depuis à peu près 1973. Et puis là, ils ont autant des scientifiques de la restauration qui font de la recherche fondamentale, tout comme il y a aussi des ingénieurs, et en particulier un ingénieur qui s'appelle Paul Marcon, qui a travaillé sur tous les phénomènes de vibration, de choc des œuvres en transport. Et dans les années 90, ça a été un sujet qui a été très, très, très débattu. Parce que dans le milieu de la restauration, ce qui est intéressant, c'est qu'on partage beaucoup, beaucoup nos expériences, et même les expériences qui n'ont pas très bien marché. Il y a quand même beaucoup d'humilité dans notre milieu. Erreur, oui, tout à fait. Puis parfois, effectivement, vous avez raison. Et ça, il y a des colloques internationaux qui permettent, de façon thématique, de pouvoir discuter de ces choses-là. Partager il y a beaucoup d'échanges d'informations, exactement, dans le milieu de la restauration. C'est un milieu qui est très dynamique par rapport à ça. Et puis, évidemment, ça demande une habileté aussi manuelle. Les gens, bien des gens ont étudié aussi en art visuel, sont eux-mêmes, des techniques de sculpture. Je pense, sur une des vidéos, on voit très bien une sculpture inuit, là, et puis il manquait un petit outil. Oui, le petit houlou. Oui, c'est ça, il fallait reproduire ça. Oui. Alors, il faut quand même parfois pallier. C'est sûr qu'il y a des œuvres qui ont été, soit abîmées, il faut reconstituer certaines parties. Ça peut être un cadre aussi. On voit une dame qui a trouvé le cadre parfait pour une œuvre, un cadre qui traînait façon de parler, hein, on s'entend, que vous aviez déjà, mais il fallait le moindre petit détail.
ça vous demande aussi une acuité au niveau de l'œil aussi. Oui, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de développer, cette intelligence du regard, je dirais. Oui. Ça, c'est très, très, très important. Puis c'est quelque chose, dans les années qu'on vit dans le moment, qui se perd un peu avec cette accumulation d'images incessantes, renouvelées. Cette idée du regard porté et d'apprendre et de reconnaître des choses par le regard, c'est une qualité qui se perd beaucoup, beaucoup. Ouais. J'ai remarqué, et je le vois dans le comportement même des gens qui visitent le musée. La question de s'imprégner devant une œuvre, c'est quelque chose qui... Mais il y a encore des gens qui le font, mais les jeunes, ils ont vraiment quelque chose à apprendre par rapport à ça, parce qu'ils sont toujours sur le téléphone, il y a toujours cette accélération de l'image et du message, alors que l'idée de l'art, c'est aussi de s'arrêter quelque part et de faire une expérience qui devient assez intime avec certaines surfaces. Tout à fait. Alors, c'est ça, justement, ce regard, mais cette intelligence aussi, et cette compréhension. En fait, il faut préserver l'intégrité de l'œuvre aussi à travers son histoire, dans le contexte dans lequel l'œuvre s'inscrit. Oui. Puis ça, vous avez raison par rapport à ça. Il existe aussi en art ancien cette attitude de comprendre quelle a été l'histoire, par exemple, d'un tableau et de comprendre les interventions qui ont été faites. Et parfois, il y a des interventions dont on sait qu'elles sont pas tout à fait correctes, mais parce que ça fait partie de l'histoire. Comme par exemple, il y a un tableau très célèbre de Van Gogh, dont on sait très bien que c'est Gauguin qui a fait la retouche. Aujourd'hui, la retouche est complètement décolorée. Je pense que c'est à Boston, cette œuvre-là. C'est un autoportrait de Van Gogh. Et puis ils ont été en contact, comme on sait très bien, à Pont-Aven. Et on sait très bien que c'est Gauguin qui a fait cette restauration-là. Alors aujourd'hui, cet élément-là qu'on décrit un peu comme un artefact est maintenu dans le tableau parce que ça fait partie de toute l'histoire symbolique, si on veut, qu'il y a eu autour de ce tableau-là, de ce moment de collaboration qu'il y a eu entre ces deux artistes qui étaient ensemble à un moment donné à un endroit. Alors vraiment, c'est fascinant parce que c'est tout ce travail à la fois, puis ça se perd un petit peu en ce sens que, oui, on forme un peu moins de... Il y a de moins en moins, les grands musées ont des gens comme vous, bien sûr, et c'est important, mais ça se perd quand même. On en forme un peu moins, semble-t-il. Oui, ça c'est vrai jusqu'à un certain point, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi tout le domaine des collectionneurs. C'est des gens qui sont quand même intéressés et qui apprennent aussi, puis qui font restaurer parfois certaines de leurs œuvres, mais qui vont en prendre. Et parfois, on fait des consultations avec eux. Par exemple, on va aller dans leur maison privée et on va leur recommander, par exemple, de ne pas exposer un tableau sur tel mur parce qu'il peut exposer à la lumière. Donc, d'élever cette conscience de la préservation. Il y a des gestes très simples qui peuvent être faits même dans des collections privées, même à vivre. Il faut vivre avec ces œuvres-là, c'est très important. Il faut garder ça vivant quand même. Et puis ça, c'est un aspect qui est extrêmement intéressant, puis que moi, en art contemporain, j'ai beaucoup cultivé avec des galéristes et avec des collectionneurs. Alors, je m'excuse. Alors, c'est vraiment ma faute. Et puis, oui, j'assume. Mais cela dit, oui, on parle d'art. En fait, oui, c'est ça. Donc, vous avez chacun, comme on l'a dit, vos spécialités. Oui. Et vous êtes en art contemporain, justement, c'est ce que je voulais dire. Oui. Et c'est vraiment une spécialité, ça aussi. Et puis, vous travaillez avec, comme vous l'avez dit tantôt, vous travaillez avec des matériaux totalement différents dans un autre contexte. Alors, vraiment, c'est... Ouais. Alors, on découvre ça. Moi, j'invite les gens, juste cet article-là, déjà, ça nous... dans la presse. Dans la presse, oui. C'est un article, je pense, qui est assez récent, là. Oui, et puis, vous allez trouver facilement, oui. Tout à fait. Et puis, écoutez, ça a été un plaisir de vous accueillir et je souhaite, en fait, que tout le monde puisse découvrir votre travail qui est à la fois, finalement, à mi-chemin, en fait. C'est l'art et la science. Tout à fait. Oui, non, c'est le carrefour de l'art et la science. Et surtout, dans le contemporain, parfois, il y a des œuvres qui sont de nature procédurale et puis c'est le restaurateur qui refait l'œuvre aussi. Fait qu'à ce moment-là, il y a une délégation octoriale, la responsabilité de l'artiste. Et moi, par exemple, je reconstruis parfois des œuvres selon les directives de l'artiste, effectivement. C'est incroyable. Je me dis maintenant, quand on va aller au musée, on va penser à tout ça. Parce que j'y pensais jamais avant. On va visiter, on regarde les œuvres. Oui, on peut prendre notre temps, on peut regarder les œuvres, s'asseoir et les regarder, mais je n'ai jamais... Et je sais pourtant qu'il y a un travail qui se fait en amont, mais il faut y penser à tout ce travail-là qui est fait. Tout est réfléchi dans les moindres détails. De sorte que, oui, quand on visite un musée, là, dorénavant, on pense à... Quand on dit, là, touchez pas ou éloignez-vous, enfin, vous comprenez... Flash de caméra. Oui, on se dit, c'est pas pour rien, il y a une raison, et puis il faut respecter ça. Oui. Et puis, ça nous est tous arrivé des fois d'avoir une petite distraction et puis de dire « Mon Dieu, j'aurais pu, renverser l'œuvre en question. » Parce qu'il y a des œuvres, bien sûr, qui sont dans des boîtes fermées. Là, dans des vitrines. Bien sûr, parce qu'il faut que ce soit à température très, très
contrôlée, Oui. mais vous, quand même, vous exposez, comme dans le cas de l'œuvre sur laquelle vous travaillez dans la vidéo en question, ben c'est une œuvre qui va être exposée, Oui. Finalement, je pense que À l'air libre, c'est tel une que- prochaine exposition qui Qui s'en va venir vient en février. C'est Exact. la rétrospective de Joyce Whelan. en 2025. Alors, des œuvres qui vont quand même être exposées à Oui. l'air libre. Alors ça, c'est pas rien non plus. Alors, ça veut dire qu'après Tout à ça, il fait. faut avoir une bonne rotation de ces œuvres-là. Bon, alors, merci infiniment d'être Mais ça m'a fait venu, vraiment M. plaisir. Gagné. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, on accueille bel et bien Chloé Germain-Terrien. Je vous ai présenté 2 fois plutôt qu'une aujourd'hui. Et puis, vous savez, on avait eu un problème de ligne la dernière fois. Alors, finalement, je vous ai présenté 3 fois dans l'émission. Bonjour. Bonjour. Alors oui, Chloé Germain-Terrien, vous êtes illustratrice, BDiste, vulgarisatrice aussi. Enfin, vous faites plein de choses. Vous écrivez les textes. Vous êtes dans le monde, bien sûr, du roman jeunesse. En fait, bien sûr, des livres jeunesse, entre autres. Hein? Oui, effectivement. Ça a été votre spécialité, votre parcours. Mais vous avez fait aussi, vous avez touché au cinéma, cinéma documentaire, animation, les arts graphiques. Vous faites plein de choses. Oui, ben en fait, moi j'ai étudié en arts visuels, puis j'ai découvert le cinéma, le documentaire, l'animation. Mais ma passion première, depuis que je suis toute petite, c'était la bande dessinée. On dirait que je savais pas que ça pouvait être un métier, puis un peu par hasard, ou pas nécessairement par hasard, mais de fil en aiguille, les parcours, c'est un peu aiguille. ça, finalement. Une chose en amène une autre. Et puis, c'est ça. Donc, vous êtes, d'abord, vous avez étudié aussi, c'est ça, hein, vous avez une maîtrise en arts visuels et médiatiques aussi. Oui, exactement. Également. Alors, finalement, vous avez illustré jusqu'ici combien de livres jeunesse? Disons une dizaine, mais là, je faisais juste les illustrer, je les écrivais pas. Et là, le livre qui vient de paraître, là, c'est moi qui l'a tout fait au complet. Exactement, Alors, le texte. On parle de Planète vivante, tome 1, c'est de la crise climatique. La crise climatique. Exact. Comprendre et y faire face. Ce qui est offert, finalement, qui est destiné au jeune public. On dit que c'est 10 ans et plus. Moi, j'aime bien dire que c'est pour les 10 ans à 110 ans parce que c'est quand même tout public. C'est sûr que c'est fait de façon dans une langue simple pour que les jeunes puissent comprendre, mais je crois que les sujets que j'aborde sont aussi pertinents pour un public adulte. Mais Chloé, vous avez choisi l'explication de la crise climatique. C'est pas simple. Non. C'est très complexe. Effectivement. Disons que je pense que la partie la plus difficile dans la conception de ce livre-là, c'était de trouver une façon de l'aborder. Mm-hmm. Comment synthétiser ce qui se passe, puis quel angle prendre, parce que là, c'est ça, si on s'adresse à des jeunes, ben on veut pas non plus les angoisser, les déprimer, puis qui perdent espoir pour le monde qui les attend. Mm-hmm. Donc, c'était quand même un bon défi de trouver une façon de
de dire la vérité, de dire les faits tels qu'ils sont, mais tout en gardant quand même de l'espoir. Mais la vérité n'est pas facile à entendre. Chantal et moi, on en a déjà parlé de l'éco-anxiété. Les jeunes, ils sont pas fous non plus, là. Alors, on leur dit la vérité, mais ça peut être troublant. Effectivement, c'est troublant. C'est sûr que c'est troublant. Mais c'est ça qui se passe actuellement. Puis si on fuit cette réalité-là, ben on ne pourra pas régler ce qui se passe. Donc, moi, j'aime bien voir la vie un peu, comme je dis dans le livre, on n'a pas choisi, en tout cas, peut-être que oui, là, on le sait pas, mais on n'a pas choisi de venir sur Terre à cette époque-ci. Non. Là, c'est le défi, c'est notre réalité à tous les humains et tous les êtres vivants sur la planète. Donc, voyons-le comme, OK, une opportunité, c'est notre défi pour notre vie, c'est ça la situation, qu'est-ce qu'on fait, comment je peux contribuer, qu'est-ce que je peux faire. Et selon moi, les jeunes sont la solution. Je pense que oui aussi. Moi aussi. Ouais. Mais vous avez toujours été intéressé par des thèmes progressistes, de toute façon. Vous avez aussi œuvré auprès de jeunes issus de différents milieux, aussi également là, dans le domaine, les décrocheurs, entre autres. Vous êtes intéressé à des jeunes autochtones aussi. Puis je pense que c'est vraiment votre champ d'expertise, là, d'aller vers des thèmes plus difficiles. Oui, je pense que oui. C'est toujours là que ça m'a interpellé, les enjeux sociaux, les injustices. Puis c'est sûr que la cause écologique me touche depuis que je suis jeune, hein, parce que quand j'étais petite, j'ai 45 ans aujourd'hui, mais quand j'étais au primaire, je me rappelle qu'on en parlait aussi, puis ça me touchait. Je pense que on se rendait pas compte que ça allait être aussi, ça allait prendre autant d'ampleur rapidement. Mais ça c'est bien. Oui, ça c'est bien. Oui, ça c'est comme j'allais dire pas développé, mais en fait, ça veut dire que ce problème-là va vraiment plus vite qu'on pensait. Et puis, effectivement, vous avez réalisé aussi des courts-métrages documentaires, des documentaires aussi d'animation. En fait, vous êtes vraiment intéressé par aussi tout ce qui est réalisation. Vous avez été formatrice dans ce domaine-là aussi, je pense, vraiment. Et vous avez fait partie d'un collectif de vidéastes très engagés. Je pense que c'était les Lucioles, c'est ça? Les Lucioles, oui. C'était avant YouTube, là, donc c'est quand même, ça fait pas si longtemps, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ce temps-là. Donc, nous, on filmait, on faisait des films là, dans l'urgence qu'on présentait à chaque mois devant public. C'était comme la seule façon de pouvoir diffuser notre travail, tandis que maintenant, tout le monde peut filmer avec son téléphone, le mettre sur les réseaux sociaux, donc... Mais ce que vous préférez faire dans la vie, parce que je sais que vous êtes aussi, est-ce que vous êtes encore conseillère municipale? Je suis encore conseillère municipale. Oui, à Saint-Stanislas. Exactement. Oui, elle est vraiment multidisciplinaire, cette jeune femme. Oui, c'est aussi ma préoccupation pour l'environnement qui m'a amenée à devenir conseillère municipale. Aux dernières élections, il y a eu un mouvement qui s'appelait la vague écologiste au municipal, puis il encourageait les gens qui ont cette préoccupation-là à se présenter. Puis je me suis dit, je suis dans un petit village, on peut avoir un impact, donc j'ai décidé de me présenter. Bon, alors, puis en même temps, vous avez déjà dirigé aussi une chorale intergénérationnelle dans votre municipalité. C'est pas moi qui la dirigeais, là. Moi, j'avais proposé de les coordonner, on pourrait dire. Mais d'accord. Non, c'est pas moi qui... C'est un beau projet, ça aussi. Oui. Alors, mais rappelons aussi que votre livre, là, La crise climatique, comprendre et y faire face, c'est une collaboration avec, je pense, la Fondation David Suzuki, hein? Non. Non, c'est pas ça. Non. Ah, c'est parce que c'est eux, je pense, qui en parlaient, oui, c'est vrai, sur leur site. Tout à fait. Ah, ça se peut. J'ai même pas c'est-à-dire que oui, j'ai vu effectivement qu'on en parlait sur le site de la Fondation David Suzuki. Alors, c'est pour ça. Mais oui, tout à fait. Je vous l'apprends. Alors, et puis, vous avez aussi publié d'autres livres, enfin, Montréal-Est et la fin du pétrole. Alors, vraiment, encore là, toutes sortes de préoccupations qui sont aussi en lien avec les changements climatiques. Oui. Je pense aussi, c'est sûr, c'est mes intérêts. Puis là,
sais, à force de faire des choses, ben mon nom circule. Donc, c'est sûr qu'on me contacte aussi pour aborder de ces sujets-là. Donc, ben moi, je suis bien contente parce que je trouve que c'est vraiment un beau médium, la bande dessinée, pour expliquer des enjeux, essayer de les comprendre. On peut mettre un peu d'humour, comme là, dans ma bande dessinée, La crise climatique. J'ai essayé quand même de mettre des petites touches d'humour. J'ai essayé de l'aborder d'une façon, oui, sérieuse, scientifique, mais en même temps, j'ai mis beaucoup d'espoir, j'ai mis beaucoup de votre cœur, oui, c'est ça. Et, ouais. En tout cas, on va sur votre site Internet pour tout savoir. Il y a plein de choses aussi de ce côté-là. Vous avez toute la liste des formations dans les écoles. Ah oui. Si jamais il y a des professeurs à l'écoute, je suis membre du bottin culture à l'école. Donc, ça, j'aime beaucoup ça, aller faire des ateliers avec les enfants, que ce soit de l'aquarelle ou de l'animation. Là. C'est toujours un plaisir. Hier, c'était le 12 août, j'achète un livre québécois. Aujourd'hui, on est le 13, pourquoi pas encore aujourd'hui acheter un livre québécois? Donc, oui. La crise climatique. Et oui, effectivement. Chloé Germain-Terrien. Comprendre et y faire face de Chloé Germain-Terrien. Merci bien d'être venue nous parler de tout ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite d'autres livres. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et c'est déjà le temps de se quitter finalement pour aujourd'hui. On se retrouve demain entre midi et 13h. C'est Aime l'été. Au revoir. Merci Nathalie. Merci à toi.